Et si aujourd'hui on parlait d'actualité, chers résilients, actualité avec les coups d'État en Afrique, dont le dernier en date, c'est au Gabon, avec la mise en quarantaine du président Ali Bongo, qui aurait été élu pour un 3e mandat. Et depuis cette élection-là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de cette situation-là sous un angle de la gouvernance, de la gestion de son État. Sachant que Ali Bongo, aujourd'hui, c'est 14 ans de pouvoir déjà. Il succède à son père Omar Bongo, qui a fait 41 ans au pouvoir. On peut se demander en fait si c'est une royauté, si c'est une dynastie, si c'est vraiment une affaire familiale, parce que finalement, est-ce que c'est un État? Parce que quand on se transfère comme ça, à se demander si c'est pas vraiment un royaume, quoi. En tout cas, aujourd'hui, on va voir ces différents éléments-là de la gestion qu'il y a eu au Gabon. On va s'appuyer sur certains faits. Et je vous propose qu'on s'appuie sur un livre qui est celui intitulé « Les pilleurs d'Afrique », écrit par Gilles Gatner. C'est un livre très intéressant, fascinant. Quand vous lirez ce livre, vous allez avoir un regard critique, analytique sur la situation en Afrique par rapport à 3 principaux pays. Le premier, c'est la Guinée équatoriale avec la famille Obiang qui a tenu le pays avec une main de fer d'une manière assez particulière, il faut le dire. Deuxième pays, c'est le Congo-Brazzaville, ici avec la famille Sassou, donc Sassou Nguesso et compagnie. Troisième pays, c'est le Gabon avec la famille Bongo, Omar Bongo, Ali Bongo aujourd'hui, et c'est quoi la suite? Donc en fait, dans ce livre intitulé « Pilleurs d'Afrique », vous aurez en fait l'historique, ou plutôt l'histoire de ces différents pays-là avec les différents protagonistes, forcément les hommes de pouvoir, les présidents, les enfants de ces présidents-là, l'entourage présidentiel, comment les fonds publics ont été gérés. Et vous aurez en fait un tracé historique avec toutes les parties. Et à chaque fois, vous aurez en fait ces questionnements-là qui vont vous amener à vous poser, vous également, ces questions-là. Sachant que lorsqu'on voit la situation de ces pays-là, avec toutes les ressources dont elles disposent, et on voit la situation de la population qui est plutôt très mal, on se demande mais comment? Et lorsqu'on creuse, on se rend compte qu'il y a un problème profond de gouvernance, de bonne gouvernance dans nos pays. Et ces 3 pays-là ne sont pas des cas isolés, non. C'est quasiment toute l'Afrique. Quand on regarde encore en Afrique francophone, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On va se focaliser aujourd'hui sur le cas du Gabon, vu que c'est le dernier pays en date avec un coup d'État dirigé par l'armée. On va se focaliser sur ce cas-là parce que je pense que c'est important en fait de regarder l'histoire, d'apprendre, d'aller creuser. Prix international, ce qu'on ne vous a pas dit sur le clan Bongo, sur la famille Bongo, L'or, les démesures, c'est un roman que vous voulez nous raconter et qui pourrait être drôle si ça n'était pas... Tragique. Voilà. Tragique, puisque c'est l'argent des Gabonais qui, depuis 55 ans, part dans les poches du clan Bongo, parce que c'est un plan... J'ai passé vraiment la journée dans l'arbre généalogique, c'est très vaste, c'est très compliqué, parce que... Le Gabon, c'est un petit pays de 2,3 millions en termes de population, et réparti sur une superficie de 267 670 km². Donc vous constatez que c'est vraiment un petit pays, et c'est un pays qui regorge de multiples richesses. Son sous-sol est très riche. C'est un pays qui approvisionne en pétrole la France et les États-Unis. Le pétrole du Gabon est principalement exporté en France et aux États-Unis. On peut déjà se poser la question. La France, c'est un pays qui revient très souvent lorsqu'on parle de relations franco-gabonaises.
parce que c'est la France qui a colonisé le Gabon. Voilà, tout est une question. Là, vous voyez, Omar Bongo, tout commence avec Omar Bongo qui arrive donc en pouvoir en 1967. Vraiment le symbole de la France-Afrique, validé par De Gaulle. Pour vous donner une idée, quand il venait, il allait au Meurice, et vous aviez tous les hommes politiques de gauche ou de droite qui venaient pour récupérer de l'argent pour financer les campagnes et pour s'acheter aussi des Patex et autres. C'est complètement délirant. Tout commence avec cet homme. Et c'est vraiment une histoire de famille, puisque Omar Bongo a eu 54 ou 55 enfants. Je n'ai pas réussi à avoir le chiffre exact, mais reconnus. 55 enfants. 54, 55 enfants reconnus qui sont dans le testament. Alors vraiment, parce que c'est un maillage familial serré. Avec combien d'épouses, pardonnez ? Attendez, mais j'arrive, David, je sais que vous êtes impatient, mais j'arrive. Mais vraiment pour dire, Vous avez encore au Gabon une base militaire française. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on a une base militaire française avec plus de 400 militaires sur place. On peut se poser ces questions-là. Un pays souverain, les indépendances se sont passées depuis le temps. On a encore cette présence-là de la France qui est assez forte. On peut se questionner, est-ce qu'aujourd'hui, elle n'a pas suffisamment de poids pour faire basculer les choses? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas elle qui tire les ficelles de la situation qu'on observe actuellement? Toutes ces questions-là peuvent être posées. Je ne vous parle pas juste, sa vie privée et la vie politique du Gabon diplomatique sont complètement imbriquées. Donc, Omar Bongo, 1967 au pouvoir jusqu'en 2009, il a 2 épouses seulement officielles. La première est Marie-Joséphine Kama et la deuxième est Edith Sassou Nguesso. Oui, ce nom vous dit quelque chose. Edith Sassou Nguesso est la fille aînée du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui est en poste, toujours aujourd'hui, il est en poste depuis 1977. Depuis 2 jours, il ne doit pas très bien vivre ce qui se passe au Gabon. Donc, de ces 2 enfants, de ces 54 ou 55 enfants officiels, il y en a 2, Pascaline Bongo et Ali Bongo, qui sont les 2 légataires testamentaires universels. C'est eux qui gèrent. Ce sont les aînés ? Ce sont les 2 aînés. Et elle serait légitime. Donc le Gabon aujourd'hui, c'est ce pétrole-là qui est convoité, qui est énormément convoité. Il faut dire également que le Gabon, c'est un capital naturel qui est composé en fait de forêts. On a des terres arables, on a des minerais, on a en fait des forêts sur 88% en fait du pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'en termes d'absorption de CO2, on est à 187 millions de tonnes de CO2 entre 2010 et 2018. D'après les données en fait d'une étude qui a été faite sur le territoire. Pour vous dire en fait que le Gabon c'est un petit pays, mais qui est extrêmement en fait convoité pour ces ressources-là. Donc c'est un peu normal, j'ai envie de dire qu'elle attire les regards. Mais sauf qu'en interne, est-ce que ça se passe aussi bien? A priori, officiellement. Alice est l'aînée, je crois. Elle, c'est l'aînée, elle est plus âgée que Alice, c'est la première, c'est la chouchoute. C'est autour d'elle que tout tourne. Pour vous donner une idée à quel point c'est familial, en 2016, au moment où il se présente pour un 2e mandat à Ali Bongo, son seul opposant, c'est Jean Ping. Jean Ping est l'ex-compagnon de Pascaline, avec qui il a eu 2 enfants, vous le voyez à l'écran, dit le chinois parce que son père était chinois. Donc le gendre d'Omar Bongo. C'est le seul qui est le seul opposant. C'est les 2 beaux-frères qui se sont mais écharpés. Et évidemment, il y a eu fraude, etc. Mais c'est comme si rien ne pouvait venir en dehors de cette famille. Mais juste pour vous donner, imaginez, Omar Bongo a eu donc cette première femme, Marie-Joséphine Kama, avec qui il a eu 2 enfants. Et ben après, il a fait 2 enfants avec la sœur de Marie-Joséphine Kama. Et autre chose, le père d'une de ses maîtresses, à Omar Bongo, a épousé une des filles d'Omar Bongo, Flore Bongo, qui a été secrétaire générale de la présidence pendant des années. Vous voyez l'idée? Donc en même temps, beau-frère et beau-fils, etc. C'est assez... Donc, personne, et Omar Bongo a systématiquement fait des enfants avec les sœurs ou les filles de ses ministres. Donc c'est quand même difficile d'échapper au clan Bongo, étant donné qu'il y a des enfants avec tous les ministres, à peu près, j'en ai calculé une 20aine quand même, c'est pas mal. En haut de cette pyramide, de cet imbroglio sentimentalo-politico-diplomatique, il y a Pascaline. Pascaline Bongo, elle est énormément connue parce qu'elle a eu une aventure avec Bob Marley qui a été racontée dans des documentaires, dans des livres, etc. En 1980, il tombe amoureux et c'est pour ça que Bob Marley est venu chanter pour l'anniversaire d'Omar Bongo. Est-ce que ça s'est toujours bien passé? Et lorsqu'on prend sous l'angle du livre, comme je disais, Les pilleurs d'Afrique,
on se rend compte qu'avec la famille Bongo, il n'y a pas toujours eu cette transparence-là dans la gestion de l'État. On a observé sous le régime d'Omar Bongo et même récemment celui d'Ali Bongo pas mal de problèmes de corruption, de détournement de fonds. Entre 2006 et 2012, par exemple, il y a eu pas mal de cas en fait, de détournement. Il y a une cellule anticorruption qui avait été créée en 2003 et cette cellule-là en fait, avait pour but de chasser en fait, tout ce qui est corruption et de rendre compte. C'était la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Parce qu'il faut le dire, il y a eu le scandale des biens mal acquis, la poursuite d'Omar Bongo. Et ça s'est fait sur le territoire français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pascaline, la préférée donc de son père, a été ministre des Affaires étrangères pendant 4-6 ans et elle a été surtout directrice du cabinet présidentiel et siégé au conseil d'administration de Total, à l'époque l'opérateur majeur évidemment au Gabon, et surtout elle tenait la caisse de Delta Synergie qui est la holding familiale, ce qui explique que ça a été la première mise en examen pour l'affaire des biens mal acquis. 9 des 50 enfants sont mis en examen, l'enquête est encore en cours. Alors on dit ça, biens mal acquis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 33 appartements et hôtels particuliers d'un montant de 150 millions d'euros. C'est des millions d'euros dans des hôtels parisiens, d'achat de montres de luxe, de voitures de luxe, de tout de luxe. C'est délirant et tout ça, c'est du détournement d'argent du Gabon qui finissent dans, en gros, un arrondissement particulier de Paris. C'est tout à fait impressionnant. Vraiment, c'est ça que ça veut dire. Et tout ça a été géré par Pascaline. Ce qui se passe, c'est que Pascaline, à l'arrivée de son demi-frère Ali Bongo au pouvoir, elle est mise de côté. Elle pensait redevenir ministre des Affaires étrangères puisque c'est elle qui résonne dans la famille de Los Angeles à Paris, en passant par le Cap, etc. Elle est très mondaine, très présente, etc. Non, son frère l'exile. Donc elle part à... Exil sympathique, elle part à Los Angeles dans l'une de ses propriétés. Pour vous donner une idée de combien elle s'est ennuyée, et ben pour une soirée Star Wars, elle se fait livrer 3647 $ de crème glacée. Essayez de visualiser. Pour fleurir sa villa, c'est 17 000 $ mensuels et une note de 8,3 millions de dollars en jet privé parce que l'ennui, ça pèse. Donc là, son frère, c'est quand même l'argent familial. Donc ils l'ont fait revenir au Gabon où tout d'un coup, elle s'est un peu mise en religion. Donc parce maintenant, elle porte des robes blancs. Bah oui. Et puis, c'est elle, la mandataire, donc c'est les légataires, donc elle dépensait tout l'argent. Donc quand je vous raconte tout ça, il n'est pas étonnant que le général Brice Oligui Nguema, de 48 ans, qui a fait le putsch, poursuive un président sur un territoire étranger. Il y a eu un procès qui a été ouvert et comme vous vous doutez bien, les présidents bénéficient en fait de cette immunité-là absolue sur le droit pénal. Donc à cette époque, en tout cas, c'était le cas. Entre 2006 et 2012, ça, ce sont les faits qui se sont déroulés dans cette période-là. Et lorsque on observe en fait cette période-là, vous avez sur tout ce qui est en fait sur tout ce qui est recettes de l'État, sur 19 milliards de recettes de l'État, on a eu une grande partie qui est allée dans les poches de personnes individuelles. Et au niveau de tout ce qui est marché public, budget de l'État, on a eu 4,2 milliards de détournés dans le budget de l'État entre 2006 et 2012. D'après la Commission de lutte contre la fraude, l'enrichissement illicite, vous vous rendez compte, 4,2 milliards détournés dans les poches de personnes individuelles. C'est énorme, sachant que on parle d'un petit pays, on parle d'un budget qui n'est pas explosif non plus, et il y a 4,2 milliards qui ont été détournés. Et ça, c'est sans parler des différentes situations où on a eu la surfacturation, on a eu les surpayages de certains fournisseurs. Tout cela, en fait, pour créer un réseau en fait, de mafia qui permettrait d'enrichir une catégorie de la population. Ici, on parle de tout ce qui est agent de l'État. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un système qui a été savamment organisé pour que les détournements paraissent, j'ai envie de dire que ça devient norme, parce que quand on se rend compte qu'il y a autant de détournements dans un pays, sachant qu'en termes de classement sur 176 pays, le Gabon a été classé comme 101e pays
en termes de lutte contre la corruption, en termes de pays corrompus. 101e sur 176 pays d'après le classement 2017 de Transparence Internationale France. Bon, c'est Transparence Internationale France. La France, pour le coup, a été classée en 22e position. Donc c'est pour vous dire que le niveau en fait est élevé. Le niveau de détournement des biens publics est élevé. C'est à se demander si les dirigeants ne confondent pas leurs poches et les poches de l'État. À se poser la question si on n'observe pas en fait une société où les gens s'en foutent de ce qui est de l'intérêt commun. C'est l'intérêt individuel. Les gens détournent des milliards. Qui aujourd'hui est le président de la transition, il n'est pas étonnant de découvrir, on l'a découvert cette nuit, enfin, puisqu'on a sorti sa biographie, cet homme que vous voyez, c'est le neveu et le dernier aide de camp de Omar Bongo. Et après la mort d'Omar Bongo en 2009, Ali l'a envoyé au Sénégal comme attaché militaire et au Maroc. Pourquoi ? Parce qu'il le soupçonnait de détournement financier. Et effectivement, une enquête a été ouverte aux États-Unis contre le nouveau homme fort du Gabon, parce qu'il a acheté 3 maisons dans le Maryland d'une valeur de $1 million qu'il a acheté cash. Donc on en sort comment pas. Vous dire, c'est compliqué quand vous avez 54 enfants. Un bongo tous ces gens, un bongo peut en cacher un autre, et c'est vraiment une idée. C'est-à-dire que là, quand on disait on sentait la révolution de Palais, c'est que cet homme vient du clan Bongo, il en a profité puisqu'il a quand même réussi à acheter 3 maisons et d'autres détournements d'argent. Il est revenu en odeur de sainteté en 2019 après l'AVC de Ali Bongo qui avait besoin d'un homme de confiance et pourquoi pas un cousin germain quand même, c'est quand même toujours utile. Mais où que j'ai pu regarder, il n'y a pas un poste depuis 55 ans qui a été occupé au Gabon par une autre personne que quelqu'un lié à Omar Bongo qui... L'avenir n'est pas écrit. Non, mais effectivement, au Congo voisin, étant donné qu'il y a aussi énormément d'enfants de Omar Bongo, ils doivent beaucoup trembler puisque tout ça est évidemment lié... Mais dites-moi, des milliards détournés, c'est combien d'individus qui se retrouvent dans des situations terribles lorsqu'il y a la construction des routes, des hôpitaux et que cet argent est détourné? Est-ce qu'on ne pense pas un peu à ces personnes-là qui n'auront pas accès à ces soins-là? Ces personnes défavorisées qui n'ont plus accès au minimum vital, qui ne peuvent pas circuler aisément parce que les routes sont dans un piteux état, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, parce qu'il n'y a pas d'infrastructures publiques accueillant les populations de manière décente. Est-ce que ça ne vous choque pas, chers résilients? Est-ce que avoir de tels chiffres, ça ne vous choque pas? Et ces dirigeants-là, ils sont les mêmes à vivre une vie de luxe, à se pavaner en Occident. Et dans le cadre de ces biens mal acquis-là, vous verrez par exemple des objets, des biens achetés à des millions d'euros. Pour vous citer par exemple le cas de la résidence d'Omar Bongo, en fait un hôtel particulier qui a été acheté à coût de 18 millions d'euros et ça a été acheté en 2007 via une SCI en mode société écran si vous voulez. C'était un dossier savamment monté. Donc entre autres dossiers dans cette procédure de biens mal acquis, il y avait ce bien-là, 18 millions d'euros. Pendant que la population est en train de crever. Et ça, c'est sous le regard, j'ai envie de dire, passif de la France, qui est très souvent au taquet quand il s'agit de dénoncer en fait certaines choses. Et on se demande pourquoi dans certaines circonstances, il y a ce regard qui est détourné. On pourrait se poser cette question-là parce que voilà, ces différentes injonctions en justice, ça a été mené par des particuliers. C'est des particuliers en fait qui se sont constitués comme partie civile déposant plainte avant qu'on arrive à ces situations-là avec des organismes comme des organisations à but non lucratif, ainsi de suite. C'est pour cela qu'on a eu ces dossiers qui ont été ouverts et qui malheureusement à ce jour, pour ma part, n'ont pas porté de fruits. En tout cas, je vous invite vivement à lire le livre « Pilleurs d'Afrique » de Gilles Gatner. Sincèrement, vous allez sortir de là avec une image de la gouvernance en Afrique qui a encore du chemin. Oui, heureusement que la population aujourd'hui est en train d'ouvrir les yeux, est en train de revendiquer ce qui lui revient de droit.
Mais on se rend encore compte que le chemin est long. Le chemin est vraiment long. Parce que lorsqu'on voit la situation de la population, on voit des élections qui ne sont pas souvent faites dans les règles de l'art. Vous me direz, oui, partout, ce n'est pas toujours forcément transparent. Mais mener une élection comme celle qui a été faite au Gabon dans un contexte où Internet est coupé, on se demande pourquoi. Dans un contexte où il n'y a pas d'observateurs internationaux ou d'observateurs internes, on se demande pourquoi. Est-ce que c'est dans une volonté en fait de flouer tout le monde? On peut se poser ces questions-là. Et les pays qui sont toujours en mode donneur de leçons là, où sont-ils? Tous ces organismes-là, ils sont où? L'Union africaine, la CEDEAO, ils sont où lorsqu'on observe autant de malversations en termes de gouvernance, en termes de gestion en fait interne? Vous me direz, oui, on ne peut pas rentrer comme ça, mais c'est facile de venir se pointer lorsque on veut faire tomber un président, un dirigeant qui ne sait plus l'agenda qui lui a été assigné. C'est très facile de retrouver tous ces organismes-là à ces moments-là. Mais ils sont où lorsque la population est en train de se plaindre, de crier à l'aide et personne n'entend? Ça a se demander pourquoi. En tout cas, c'est ce questionnement-là que je voulais voir avec vous et ces différents points-là au niveau des détournements, de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion de tout ce qui est bien public. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Gabon, c'est un cas isolé? Est-ce que c'est uniquement au Gabon qu'on observe tout cela? Dites-moi dans les commentaires, parce que c'est compliqué, c'est compliqué. Heureusement que l'Afrique se lève. Il est temps vraiment que les Africains revendiquent leurs droits, revendiquent une bonne gouvernance, que les Africains aient des dirigeants qui reflètent en fait ce désir-là d'avancer, de se développer. Et on doit avancer avec ces personnes-là qui sont dans cette mouvance-là. C'est très important. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager autour de vous. Nous devons être nombreux à s'éveiller. On ne doit plus rester là à subir les choses. On doit être acteur en fait du changement qu'on souhaite voir. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!